Bonjour à tous et à toutes. Donc, un grand merci au bureau des ateliers d'Eugien d'avoir sélectionné ce sujet. Donc, vous savez que les ateliers d'Eugien, comme l'a dit Mathieu, c'est des thématiques d'avenir. Et donc, nous, on va vous parler d'une thématique d'avenir que vous connaissez peut-être un peu moins bien. Donc, j'ai le plaisir de présenter cela avec Antonin Lamazière, mon collègue qui est à Saint-Antoine. Et nous avons travaillé aussi avec les nombreux participants, les experts qui nous ont nourris en fait de leur expertise. Donc, notre thématique, c'était pharmaco-métabolomique et métabolomique, un nouvel outil en médecine de précision. Donc les participants ont redéfini en fait la métabolomique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est la description de l'ensemble des espèces moléculaires endogènes et exogènes présentes dans une cellule, un organe. Et la définition de la pharmacométabolomique, eh bien la pharmacométabolomique, c'est une discipline qui étudie en fait les métabolites, donc des petites molécules présentes dans un organisme qui influencent la réponse d'un individu à un médicament. Donc, elle vise à prédire l'efficacité ou les effets secondaires d'un traitement en analysant le profil métabolique ou le métabolome, donc d'un patient avant et après l'administration d'un médicament. Donc, on va vous définir quelques points puisque c'est très pointu, c'est des thématiques qui se développent dans les CHU et au niveau industriel un petit peu plus. Malheureusement, on cherche des financements pour ces thématiques d'avenir. Donc, je regarde Monsieur BPI parce que on a beaucoup de mal de convaincre les institutions. C'est la pharmacométabolomique, c'est la mesure de petites molécules et c'est surtout de voir en fait l'humain dans un caractère dynamique du métabolisme individuel. Donc ça s'inscrit vraiment dans la médecine de précision avec un couplage au niveau des interactions multifactorielles. Donc le gène, donc moi c'est plutôt la pharmacogénétique et la métabolomie qui m'intéresse, mais aussi l'environnement. Donc on parle beaucoup de microbiote, mais en fait le microbiote eh bien se télescope avec notre thématique de métabolomique et la métabolomique eh bien c'est aussi un reflet du mode de vie et de l'alimentation et des médicaments au niveau des phases de la vie qu'on va prendre et qui vont modifier en fait notre réponse. Donc, il y a des mesures. Donc, c'est des appareils très sophistiqués qui avant coûtaient très très cher et maintenant ils sont dans nos CHU. Donc, Antonin a beaucoup de spectrométrie de masse dans son laboratoire et on construit des cartographies. On va faire maintenant des choses complexes, de la métabolomique spatiale, temporelle, ciblée, non ciblée. Et donc, on va vous montrer qu'on a besoin de recommandations et de standardisation. Donc, comment en fait on a défini ça. En fait, on sait que certaines thématiques sont bien connues. Depuis 25 ans, on essaie de les positionner. La pharmacogénétique, elle est bien définie. Mais pour la métabolomique, en fait, il n'y a pas réellement, pour l'instant, de positionnement. Et donc, on essaie, en fait, à travers ces ateliers, de mettre déjà des recommandations. Donc, on a dans cette métabolomique et cette pharmacométabolomique, pour ceux qui travaillent à l'HAS, déjà des exemples concrets, on va le voir. Et on a aussi des examens de biologie médicale, donc de l'innovation, des biomarqueurs qui s'implémentent, et aussi on a besoin de validation. Donc la thématique des dispositifs médicaux numériques nous rejoint, vous allez le voir, à travers la validation de ces outils. Donc, pour rappel, la pharmacogénétique, c'est défini comme l'étude des variations génétiques qui influencent la réponse aux médicaments. On l'a défini l'année dernière aux ateliers d'Eugien. Et là, la métabolomique, s'implémente avec, en fait, ce phénotypage et cette capacité, en fait, de voir à un instant T ce que fait l'organisme par rapport aux médicaments qu'il va recevoir. Donc, la métabolomique, ça comprendrait des parts de diagnostic et de suivi du sujet, du patient. Donc, je laisse la parole à Antonin. Merci Céline. Oui, pour essayer de le rendre un peu plus concret pour ceux d'entre vous qui ne connaisseraient pas cette discipline. En fait, l'idée, c'est comme l'a dit Céline, on va chercher à cartographier les voies métaboliques dans son ensemble. Et donc, on va se retrouver en fait avec des quantités de données importantes qu'il va falloir mouliner, essayer de traiter. Et derrière, on va construire des scores diagnostiques pour stratifier nos patients dans le cadre du suivi. Donc, c'est exactement notre thématique et notre positionnement. Là, c'est plus quelque chose qui est réservé à la recherche. Là, on le fait dans le cadre du soin. En tout cas, on essaye de le faire dans le cadre du soin. Par exemple, au laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux maladies endocriniennes et en particulier
au diagnostic différentiel des hyperandrogénies chez la femme adulte et on va essayer de construire ces scores mathématiques à partir du profilage stéroïdien circulant et on va essayer de s'affranchir de certaines épreuves dynamiques. On va essayer de faciliter le diagnostic en laissant les femmes avec leur traitement œstroprogestatif. On va essayer comme ça de changer la sémiologie endocrinienne grâce à ces scores diagnostiques issus des données métabolomiques. Et donc du coup on se rend compte, là on touche vraiment dans le concret la difficulté qu'on a d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue même didactique, pédagogique, de formation des professionnels de santé à cette nouvelle biochimie finalement qui arrive et qui je prédis ça comme une vague. On va voir que ça change concrètement la manière de prendre en charge le patient et donc voilà, il y aura tout cet aspect réglementaire à prendre en compte et donc du coup les recommandations qu'on vous a fait là et que je vais détailler juste après. Pour la pharmacométabolomique, c'est quelque chose aussi qui se développe depuis un certain temps. Là, on est sur des exemples. Le plus connu, c'est le 5-FU pour essayer d'anticiper les problèmes de toxicité et grâce à cette pharmacométabolomique. Alors, bien qu'on soit que sur un dosage juste d'uracil ou d'un ratio dihydrouracil-uracil, on voit que il y a une systématisation de l'utilisation de ces outils-là pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Depuis 2019, ce dosage est recommandé avant toute prescription de 5-FU. Donc vraiment, on voit quelque chose naître là depuis 2009, c'est les prémices et on voit que ça prend de l'ampleur. C'est pour certains aspects encore réservé à la recherche, mais on a besoin d'anticiper un certain nombre de questions, encore une fois réglementaires, pratico-pratiques. Et on a besoin de standardiser aussi ces mesures en laboratoire qui restent très complexes et c'est quand même des outils de pointe qui sont compliqués à manier. Et donc voilà, on voit dans la littérature que de plus en plus on a des applications, que ça soit dans les antidépresseurs, dans les corticoïdes, on voit qu'on a associée à ces traitements, une cartographie de différentes voies métaboliques, que ce soit les acides aminés, les acylcarnitines, les profils stéroïdiens dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour résumer, finalement, on a deux grands blocs qui nous ont intéressés. La première partie qui relève plutôt de la physiopathe, où on va s'intéresser au dépistage néonatal. On voit que maintenant, se généralise l'utilisation de ces profils systématiques dans le diagnostic des erreurs innées du métabolisme, les maladies endocriniennes dont je vous parlais. Et puis, ce qui est intéressant, pour vous, industriels, c'est que là aussi, il y a les choses qui bougent dans ce domaine-là parce que la R&D s'est emparée de ces problématiques et de ces questions parce que eux aussi l'utilisent pour stratifier les patients, sélectionner leurs candidats médicaments, que ce soit en immuno, dans le cadre de recherche sur l'inflammation, beaucoup, les collègues de Servier qui étaient avec nous, l'utilisaient de manière très systématique et évidemment comme biomarqueur d'efficacité. Pour la partie même plus hospitalière, on va dire, il y a aussi des applicatifs, le typage 5-FU, mais aussi les suivis nutritionnels et médicamenteux qui, là aussi, se développent d'année en année. Donc, pour résumer, finalement, c'est ce petit roadmap là qu'on a publié dans notre article de thérapie avec nos recommandations. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que il y a d'une part les données d'entrée avec les patients, les cohortes, mais aussi des données cliniques, paracliniques et omiques dans leur ensemble. Là, on peut intégrer la métabolomique et la génomique, et puis toute la partie plutôt médicaments, environnement, microbiote et évidemment le type de matrice, parce que là aussi on a une capacité à cartographier les voies dans quasiment n'importe quelle matrice biologique. Et de l'autre côté, on a cette donnée de sortie
qui va être la stratification des patients avec la prescription d'efficacité et de toxicité, et puis l'ajustement des doses et de suivi thérapeutique avec les biomarqueurs compagnons et la drug discovery dont je vous parlais. Et donc, entre ces deux strates, il va y avoir un certain nombre de recommandations qu'on a essayé d'établir, et je vais essayer de vous les détailler brièvement. Donc la première, finalement, c'est assez intuitif, mais c'est la question de la méthodologie. On a vu que on est une science toute jeune, c'est ça, vous l'aurez compris. Donc on a besoin, en termes méthodologiques, d'avoir un socle sur lequel on puisse réellement s'appuyer. Et donc ça passe notamment par finalement des guidelines sur la constitution de bases de données fiables, parce qu'en fait, sur cet élément-là, on voit que dès qu'on utilise des modèles mathématiques pour traiter nos données, si on ne s'est pas assuré que les données d'entrée soient solides et robustes, on peut rien en faire. Et donc, ça passe par favoriser les approches collaboratives, essayer d'avoir une démarche de multicentricité qui est, à mon avis, capitale. Et on voit que pour nous, c'est compliqué parce que comme c'est technologiquement encore pas encore complètement mature, on va dire, tous les laboratoires ou tous les hôpitaux à l'échelle nationale ou européenne ne sont pas dotés d'un parc de machines suffisamment performant. Donc on a du mal à justement établir ce type d'études cliniques avec une orthodoxie méthodologique, on va dire. Donc derrière, c'est l'interopérabilité qui va être importante et donc définir des critères derrière de validation des modèles mathématiques. Pour nous aussi, la question du préanalytique, elle est cruciale parce que ça va nous permettre d'assurer finalement la fiabilité et la reproductibilité des analyses. En génétique, on n'a pas trop ce problème-là de conservation. On peut conserver assez longtemps dans des biobanques ce type de matériel. Pour le métabolisme intermédiaire, les petites molécules ou les peptides et les protéines, c'est beaucoup plus complexe parce que il y a des dégradations au cours du temps. Et donc, en fait, s'il n'y a pas un follow-up de ces sérotech ou ces biotech, on va dire, eh bien, on est vraiment embêté pour, encore une fois, faire des études cliniques de grande ampleur, multicentriques, c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi un point qu'on a bien détaillé parce que c'est vraiment spécifique de la métabolomique et de la pharmacométabolomique. Pour la question analytique, vous aurez compris, l'idée c'est de renforcer la reproductibilité des résultats et puis qu'on soit capable d'avoir des capacités de méta-analyse finalement entre les différents centres analytiques. Et donc là derrière, il y a tout un pendant de sensibilisation des professionnels aux contraintes méthodologiques analytiques très en amont. Ça c'est, je pense, la recommandation essentielle pour essayer d'aiguiller les gens pour qui c'est pas forcément quelque chose de très clair parce que encore une fois c'est une science nouvelle. En ce qui concerne la standardisation, là aussi il y a un grand besoin d'essayer de renforcer l'interopérabilité et la comparabilité des résultats. Et donc il y a un travail à faire avec les sociétés d'échange de contrôle externe de qualité. Donc, il faut qu'il y ait un échange de ces différents panels analytiques entre les laboratoires pour pouvoir se comparer entre nous à travers ces échanges. Et donc, il y a encore là aussi beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour arriver à un niveau de standardisation suffisant et derrière avoir une robustesse importante. En ce qui concerne l'interprétation, là aussi, c'est quelque chose de complètement nouveau en termes de validation et de décision thérapeutique. Ça, on l'expérimente au quotidien. Et j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je préfère dans le métier que j'exerce au quotidien, c'est la nécessité d'être en proximité avec le clinicien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit, c'est en tandem avec le clinicien parce qu'on voit que lui, comme nous, on est face à quelque chose de nouveau
Et donc, il y a un besoin de faire merger les expertises pour pouvoir réussir à déployer ce type de dispositifs médicaux numériques, par exemple, dont je vous parlais à travers des scores. Et donc, c'est ça, c'est la confrontation multidisciplinaire, chimie, biologie, clinique, et essayer en fait de faire que ces modèles à la fois mathématiques, mais aussi les rendus de biochimie, on va dire 2.0, soient interprétables et explicables par rapport à la fois aux collègues cliniciens, mais aussi finalement aux patients. Là aussi, il y a un enjeu important. Je termine, je vois que l'heure tourne. La dernière recommandation, c'est l'organisation de cette discipline finalement pour essayer de faciliter le déploiement à la fois de la pharmacométabolomique mais aussi de la métabolomique. Et donc là aussi, on veut s'appuyer sur les réseaux des laboratoires médicaux de référence et sur les sociétés savantes et ne pas oublier également les patients. On voit que ça c'est quelque chose où, par exemple, moi je travaille beaucoup avec l'association des surrénales pour justement expliquer aux patients comment on peut utiliser, comment eux peuvent appréhender ces outils pour mieux gérer leur pathologie. On pourra en discuter si vous voulez dans les questions. Donc pour conclure, la pharmacométabolomique et la métabolomique, c'est un outil en médecine de précision qui, vous l'aurez compris, a une forte valeur ajoutée et qui va se développer ces prochaines années. Donc il faudra travailler sur les aspects de standardisation, de base de données et de validation, d'intégration avec la clinique et puis ne pas oublier effectivement la dimension sociétale avec les associations de patients pour essayer de garantir évidemment l'éthique et la sécurité des données. Je vous remercie.